Euh, Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Kate. Je suis la coordinatrice des programmes et services à la Société de la SLA du Québec. C'est mon grand plaisir de présenter Madame Tracy Palmer. Tracy est infirmière avec 35 ans d'expérience en réadaptation physique. Elle est diplômée d'un baccalauréat en sexologue de l'Université de l'Université du Québec à Montréal en 2011 et a fait son stage au Centre de réadaptation Lucie Bruno, où elle a l'occasion de développer un programme d'éducation sexuelle pour les gens vivant avec la sclérose en plaques. Donc, c'est mon grand plaisir à faire un bienvenue à Tracy et je vais laisser vous la parole maintenant. Merci, Kate. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous cet après-midi pour un sujet dont je suis passionnée. Donc, mon titre aujourd'hui, c'est Sexualité et la SLA. Et puis aujourd'hui, je vous offre une boîte à outils sexologiques. Donc, pour les gens qui ont récemment eu le diagnostic, vous allez peut-être trouver que c'est pas aussi pertinent, mais avec l'avancement du temps, c'est peut-être quelque chose que vous allez vouloir revisiter avec le temps. Donc, je vous offre plusieurs outils aujourd'hui. Divulgation, je suis anglophone, Tracy Palmer. Donc, c'est fort probable qu'il va y avoir des erreurs grammaticaux sur mon PowerPoint et peut-être un manque d'accent. Je m'excuse. Mais aussi, j'offre aussi mon PowerPoint en anglais pour la population à Montréal anglophone. Donc, Kate me dit qu'il y en a au moins une quinzaine qui seront peut-être intéressés. Donc, à la gauche, ça va être le français et puis à la droite, ça va être l'anglais. Ça fait ça fait lourd un peu, fait que juste mettre l'emphase sur le côté dont vous allez avoir la langue préférée chez vous. Donc, les objectifs aujourd'hui pour notre session, on va définir la sexualité. Puis, je trouve que c'est important parce que souvent, on a une définition un petit peu étroite. Et puis, moi, j'aime mieux une définition qui est un petit peu plus large. Ça offre plus de succès chez les gens qui ont peut-être des difficultés au niveau sexuel. Aussi, on va discuter de l'impact que la SLA peut avoir sur la fonction sexuelle et aussi sur la relation de couple. Par la suite, ça va être notre outil, notre boîte à outils sexologique. Je vais vous offrir des options pour gérer certains changements ou défis que vous vivez présentement au niveau sexuel avec la SLA. Et puis, à la fin, je vais répondre à vos questions le mieux que je peux. Donc, ça, c'est notre... ça va être nos objectifs pour la journée aujourd'hui, pour l'après-midi. Donc, la sexualité, qu'est-ce que c'est? Souvent, les gens pensent pénétration, sexe oral, ces choses-là, mais vraiment, la sexualité, c'est qui je suis. C'est moi en ma totalité. Donc, moi, je peux parler pour moi-même. Je suis femme, j'identifie comme femme. Je suis hétérosexuelle. Je suis mariée, monogame. Je partage pour mon mari avec personne. J'ai appris de la sexualité à un jeune âge, mais ce n'était pas parlé chez nous, donc c'était assez tabou. Je viens d'une famille où mon père est décédé quand j'étais très jeune. Donc, en fait de relation de couple, ma mère ne s'est jamais remariée. Donc, tout ça, ça affecte qui je suis comme personne. Je n'ai pas d'handicap physique, je n'ai pas de maladie physique ou mentale. Si ça serait présent, ça ferait partie de qui je suis. Donc, ma sexualité, c'est qui je suis. Le sexe, c'est comment j'exprime ma sexualité. Fait que ça peut être toutes les activités que je fais physiquement euh, euh, pour exprimer qui je suis. Donc, ça peut aller à flirter avec mon mari, des téléphones sensuels, des messages sensuels, tenir la main, toucher, tout ce que je peux faire, pénétration, sexe oral et tout. Fait que ça, c'est le sexe.
Puis encore, là, si on définit le sexe comme étant seulement la pénétration, donc une définition qui est quand même très étroite, des fois, quand la pénétration, c'est peut-être un petit peu plus difficile, puis on a vraiment défini le sexe comme étant pénétration, c'est difficile de voir le plaisir dans tout ça. Aussi à noter que le sexe à travers les âges, ça change. La sexualité aussi. Quand j'avais 16 ans, disons, ma sexualité, la personne à qui j'étais, était très différente de qui je suis aujourd'hui dans la mi-cinquantaine. La même chose pour le sexe. Ce que je considérais comme sexe quand j'avais 16 ans et puis maintenant à 50 ça diffère aussi. Et puis, pour ces deux-là, le plus étroit, le moins de succès qu'on va avoir à réaliser nos buts sexuels, disons. Et puis, tout ça se passe souvent dans une relation d'intimité. Puis ça veut dire c'est une relation de confiance où on peut parler à notre partenaire ouvertement, on peut discuter de nos peurs, nos craintes, ce qu'on n'aime pas et le tout. Fait que l'intimité, c'est vraiment dans le contexte d'une relation où ce qu'on se sent safe, disons. Fait que sexualité, qui je suis, sexe, comment j'exprime ma sexualité, l'intimité dans la relation que je suis, où je me sens bien, je me sens à l'aise, je me sens ouverte, je me sens en confiance. Donc, pourquoi aborder le sujet de sexualité et SLA? Donc, à travers la recherche, il y avait plusieurs raisons pourquoi c'est important pour l'intervenant de discuter de ce sujet avec leurs clients. Et puis, pour moi, la plus importante, c'était la difficulté de vivre sa sexualité ou de ne pas avoir une sexualité peut générer et accentuer des sentiments de perte, de solitude et de tristesse. Et puis déjà, avec le diagnostic de SLA, il y a des pertes, il y a de la solitude, puis il y a de la tristesse chez le patient ou la personne, le client avec le diagnostic, mais aussi chez le partenaire. Donc, déjà, ils vivent toutes ces émotions-là. Et puis, quand la sexualité change, ça augmente ces sentiments de perte. Aussi, ça fait partie de notre relation. Ça peut changer avec le temps, puis souvent, ça change avec le temps. Et puis, quand on introduit la SLA dans ça aussi, ça va changer encore, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que ça disparaisse. Puis en fait, ça ne devrait pas. Certains couples ont des interactions sexuelles pour renforcer leur connectivité émotionnelle et pour se consoler. Fait que se rapprocher de ceux qu'on aime, de celle qu'on aime, émotivement, émotionnellement, physiquement, très important. Puis les personnes qui ont été diagnostiquées disent que la sexualité, c'est important pour eux. Donc, s'il y a des gens ici qui pensent que peut-être ils sont seuls avec le diagnostic, puis ils pensent au sexe, c'est-tu normal, c'est pas normal, c'est très normal. OK? Fait qu'on s'entend que c'est normal pour tous. Et puis, le bénéfice, les avantages d'exprimer sa sexualité et d'être sexuel, ça offre une relaxation physique pour les gens, ça peut aider avec la douleur, une relaxation émotionnelle aussi, ça l'aide avec le somme et puis le confort puis l'estime de soi sont augmentés quand les gens peuvent s'exprimer sexuellement. Fait qu'il y a beaucoup d'avantages. Puis pour cela, c'est important de discuter de ces sujets ici, soit avec votre partenaire pour sûr, mais aussi avec les intervenants avec qui vous travaillez. Aussi, ça peut apporter de la proximité dans la relation, qui est très important. Des fois, on se sent seul et puis ça peut aider à rejoindre le couple. Souvent, ça l'intensifie les émotions, les uns envers les autres, qui est encore très important avec le diagnostic de SLA. Des fois, on peut se sentir quand même assez seul, fait que ça peut aider ce sentiment-là. C'est important chez tous, chez la vie de tous.
Puis l'expression peut être encore le confort, plaisir, intimité. Puis aussi, ça peut aider à supprimer le mal qu'on a avec nos rôles qui changent à travers de la maladie comme telle. Fait que ça aussi, ça peut aider. Toujours important, puis c'est aussi un déterminant de la qualité de vie chez les gens. Fait que très important, il y a beaucoup d'avantages de parler de sexualité, d'être sexuel à travers le diagnostic de SLA et puis d'approcher les intervenants pour demander de l'aide. Puis chez les intervenants, de poser les questions pour s'informer sur le sujet aussi est très important. Fait que moi, quand je présente, j'aime classer les changements dans 3 niveaux. Fait que moi, je les appelle des défis. C'est des changements, mais vraiment, c'est des défis parce qu'on peut travailler pour les mettre, to put them aside, on peut les travailler, nos défis. Si c'est un changement, c'est comme plus final. Fait que moi, j'aime mieux dire un défi. Fait que moi, je dis que c'est les défis primaires, puis ça, c'est ceux qui sont en lien direct avec la réponse sexuelle. Fait que ceux qui se souviennent de Masters and Johnson, il y avait le graphe, puis je vais le montrer avec l'excitation, le plateau, l'orgasme et puis la résolution. Fait que les défis primaires, c'est vraiment les défis dans ces endroits-là. Fait que le désir sexuel, on n'est pas intéressé, on ne veut rien savoir, ça nous déplaît. Fait que ça peut être des défis primaires. J'ai quelqu'un qui travaille dehors. Puis, avec la SLA, souvent, ce n'est pas la maladie comme telle qui va avoir un impact sur le désir, sur la façon que le corps se prépare pour la sexualité. C'est vraiment plus les traitements et les symptômes de la maladie, mais pas la maladie comme telle. Les défis secondaires, par contre, il y en a plusieurs avec la SLA. Ça, c'est les changements qui arrivent de l'ordre physique liés à la maladie. Donc, des choses comme la douleur, l'atrophie des muscles, difficulté à avaler, beaucoup de sécrétions orales. Quoi d'autre? Les spasmes, ça serait un autre. Difficulté à avaler. Fait que tous les défis de l'ordre physique qui sont liés directement avec la maladie. Et puis, les défis tertiaires, c'est les changements psychosociaux liés à la maladie. Fait que là, c'est le processus de deuil, la dépression, l'isolement, les changements de rôle. Donc, toutes ces choses-là qui, encore, c'est lié à la maladie, mais ça a un impact sur la sexualité. Fait que vraiment, le but dans tout ça, c'est d'équilibrer la gestion des symptômes avec le désir de maintenir l'intimité. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est comment gérer les symptômes que vous avez pour que vous êtes encore capable d'être intime, physiquement, psychologiquement et le tout. Vraiment connecté avec son partenaire. Habituellement, je commencerai avec l'aspect physique, fait que le désir, l'érection, la lubrification vaginale et tout. Mais je crois que plus important aujourd'hui, c'est de commencer avec comment gérer les défis tertiaires. Puis celui que j'aimerais parler en premier, ça serait le processus de deuil. Parce que, puis vous connaissez ça mieux que moi, mais souvent, chaque partenaire est peut-être à un stade différent. Puis au niveau sexuel, ça rend les choses plus difficiles. S'il y en a un qui est encore dans le déni et puis l'autre, il est très fâché, c'est difficile de faire les liens au niveau sexuel dans le couple. Fait que c'est important de se souvenir et puis d'être capable de communiquer avec son partenaire où est-ce que vous êtes dans le stade et puis comment que ça affecte votre sexualité dans le couple et chez chaque partenaire.
Le reste, c'est plus important au niveau général. Fait que c'est important de faire face aux sentiments de peine. On le sait qu'ils sont là, on le sait que c'est très difficile, mais il faut vraiment en faire face et puis travailler ces sentiments-là. Pardonner nos erreurs du passé, très important. Dresser une liste pour notre avenir à venir. Ça a l'air quoi pour les prochains quelques d'années? Vivre dans le moment, c'est tellement facilement dit, mais c'est tellement difficile à faire. Puis au niveau sexuel, ça va être très important aussi d'être capable de vivre dans le moment. Pensez à la manière dont vous voulez que votre partenaire se souvienne de vous. Puis on va en discuter un petit peu plus tard, des choses comme faire des enregistrements de votre voix. Comment on dit à notre partenaire, je vous aime, je vous adore? On a toute une façon de le faire. Fait que vraiment de penser à cela. Moi, mon mari, il m'embrasse sur le front. Quand il m'embrasse sur le front, ça veut dire I love you. Fait que moi, il n'y a pas besoin de rien dire. C'est ce geste-là, pour moi, ça parle très fort. Fait que c'est de développer ces gestes-là chez le partenariat, parce que comme les choses vont changer au niveau physique, ces gestes-là, on espère que vous allez pouvoir les continuer. Fait que trouver des moyens de dire ces choses-là à ceux que vous aimez. Encore, on peut prendre note dans un journal, on peut enregistrer, on peut faire une vidéo et tout pour ceux qu'on aime, pour qu'ils puissent, comme notre corps va changer, on est encore capable de communiquer ces messages-là à nos proches. Et puis encore, garder en tête que les stades, les deux partenaires, puis encore, c'est pas linéaire, là, ça va de aller-retour, puis fait, vraiment garder un œil sur le partenaire et sur soi-même, où est-ce qu'on est rendu dans notre processus de deuil, parce que ça va affecter la sexualité chez les deux partenaires. Bon, on va revoir les défis primaires. Fait que ça, c'est le désir, l'excitation. Fait que l'excitation, c'est comment le corps se prépare pour la sexualité. Il y a un niveau de plateau, après ça, l'orgasme et puis la relaxation par la suite. Et puis, comme je disais auparavant, c'est vraiment pas la maladie comme telle qui va toucher à ce graphe de réponse sexuelle, mais c'est plutôt les défis secondaires, donc les changements physiques, et les défis tertiaires et leur traitement aussi, qui vont avoir un impact sur notre taux de niveau, sur comment notre corps se prépare pour la sexualité et l'orgasme. Puis quand je disais, je vous offre oh my goodness, a toolbox. Ça ici, c'est le début de mon toolbox, notre coffre à outils pour gérer les difficultés que vous avez peut-être. Donc, on va parler de désir sexuel. Et puis encore, le désir sexuel n'est pas touché par la maladie, mais plutôt par certains traitements et aussi sur l'aspect psychologique de la personne. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a un manque de désir dans notre couple? Fait que la première affaire, c'est peut-être augmenter la quantité et l'intensité des préliminaires qu'on choisit de faire. Parce que souvent, ça va aider la personne à se mettre dans le mood, disons. On peut flirter un peu. Ça peut commencer le matin. Si on a un problème de désir, juste se laisser un petit message sur le comptoir, par la suite un téléphone à midi, par la suite monsieur, madame rentre avec un petit cadeau. C'est quelque chose qu'on peut commencer le matin et puis on peut l'augmenter durant le jour. Encore des petites affaires très faciles. Ça n'a pas besoin d'être gros et cher, mais ça l'indique à l'autre qu'on pense à toi toute la journée et puis j'ai hâte de te voir. Puis, déjà, on se sent un petit peu mieux. C'est important de nourrir notre relation puis d'en faire notre priorité dans le couple.
avec des enfants très difficiles, mais encore très important, au moins de se trouver des petits moments durant la journée pour notre relation de couple. Puis ça va aider avec le désir aussi. Important d'exclure qu'il y a peut-être une cause psychologique, surtout si avant le diagnostic, il n'y avait pas de dépression, pas de traitement pour la dépression, puis par la suite, peu après le diagnostic, on trouve que j'ai pas vraiment de désir sexuel. Ça peut être un élément psychologique qui se passe, peut-être une petite dépression qui commence ou de l'anxiété ou même un peu de colère à cause du diagnostic. Fait que c'est important de prendre note de ce qui se passe au niveau psychologique. Puis aussi, ça peut être un traitement pour la dépression. Plusieurs des médicaments que les médecins offrent pour la dépression, ont un impact sur le désir sexuel comme tel. Fait que ça serait à revoir avec le médecin aussi, mais on va parler des médicaments un petit peu plus tard. Puis aussi, est-ce qu'il y a un problème relationnel qui pourrait être la cause aussi? Fait que, il faut vraiment investiguer qu'est-ce qui se passe, surtout si tout était correct, puis par la suite, ça commence à changer. Parce qu'encore, ce n'est pas la maladie. La maladie n'a pas d'impact sur le désir, mais ça peut être un des traitements. Fait que revoir notre liste de médicaments avec soit notre médecin, l'infirmière ou le pharmacien. Demander la question, y a-t-il un impact sur la sexualité? Y a-t-il des effets secondaires sexuels sur ce médicament? Parce que souvent, il y en a, mais ce n'est pas la priorité pour le médecin ni pour le pharmaciste. Mais si on ne demande pas, on ne le sait pas. Parce qu'il y a des options. Reconnaître à quel point les hommes et les femmes diffèrent dans ce domaine-là. Les hommes, moi, je les décris comme on ouvre le feu, poc, on ouvre une lumière, poc. Chez la femme, c'est un petit peu différent. Il faut préparer le tout. C'est comme faire un feu de camp, tu sais. We have to take care of it. Il faut le nourrir, ce désir-là. Fait que les hommes et les femmes diffèrent au niveau du désir sexuel. Mais ça peut être aussi un problème chez l'homme. Ce n'est pas juste la femme qui a un manque de désir sexuel. C'est très commun aussi chez l'homme. Et puis aussi se rappeler que le désir, ce n'est pas nécessairement la première exigence pour l'intimité. On voit dans les films que, c'est comme « wow », les deux sont dans le mood, puis souvent, ce n'est pas comme ça chez les couples à maison. Souvent, il y en a un qui prend le bâton, puis qui emmène l'autre avec, et puis c'est un processus de faire un feu de camp, disons. Ça n'arrive pas, boum, vite fait. Fait que se rappeler que ce n'est pas la première exigence. Souvent, il y en a un qui a du désir, l'autre en a peut-être pas du tout ou moins, mais il y a toujours façon de rapprocher celui qui a un manque de désir ou une diminution de désir. Fait qu'encore chez les défis primaires, chez l'homme, on parle d'érection. Chez la femme, on parle de la sécheresse vaginale. Donc, c'est la préparation du corps pour une relation sexuelle. Fait qu'est-ce qu'on peut faire si l'homme a un problème ou la femme a un problème? Donc, encore une plus grande période de stimulation génitale et aussi l'intensité génitale peut aider aussi, augmenter un petit peu l'intensité. Puis vraiment de mettre une emphase directe sur les génitaux, ça l'aide aussi. Et puis, on peut envisager d'autres formes d'intimité comme le massage touché, érotique, sensuel. On peut mettre un petit peu moins d'emphase sur la pénétration et augmenter l'emphase mise sur le plaisir. Fait qu'il y a moins de pression, disons, sur la personne de performer. Parce qu'en bout de ligne, c'est quoi le but de tout ça? Est-ce que c'est l'orgasme simultané ou 10 sur 10 ou est-ce que c'est le rapprochement, l'amour, le sentiment de toucher? Donc, c'est à décider, mais on peut mettre moins d'emphase sur la pénétration. Ça met moins de pression sur le couple. Moi, je dis aussi, communique avant
après et pendant l'activité sexuelle. Avant, moi, je suis dans le mood pour ABC. Pendant, oh non, ça ne marche pas, ou oui, ça marche très bien, ou essaye ici, ou peut-être ça, ou. Fait que vraiment de parler, puis après, pas 2 secondes après, mais après, wow, ça c'était bon, ou oh, la prochaine fois, j'aimerais essayer A, B, C, D, E, whatever. Fait que vraiment de discuter, que ça vienne un sujet là, où ce que le couple est vraiment assez à l'aise de communiquer qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, puis qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Et puis par la suite, qu'est-ce qu'on aimerait essayer. Fait que vraiment de communiquer. Puis encore, c'est une relation intime, là, où il y a vraiment un rapprochement puis un confort l'un avec l'autre qui est très important. Aussi, planifier l'activité sexuelle où ce que vous vous sentez le mieux, où ce qu'il y a le moins de pression sur la personne, sur le couple. Et puis, on peut aussi essayer des jouets ou des aides sexuelles. Ça peut aider. Et puis encore, rappelez-vous du but. Est-ce que c'est pour avoir de l'amour, de la proximité, ou est-ce que c'est vraiment l'orgasme qu'on veut à tout coup? Fait que ça c'est au couple à considérer. Fait que c'est pas pareil chez un ou chez l'autre. Fait que qu'est-ce qui est disponible chez l'homme? J'ai mis 5, 1, 2, 3, 4, 5 photos à la base. Fait que le premier, pour l'érection chez l'homme, il y a les médicaments qui sont disponibles par bouche, qui aident vraiment assez bien. C'est très cher. Par exemple, si les gens n'ont pas d'assurance, ça peut être quand même assez cher, mais ça fonctionne très bien. Fait que ça, c'est une option. Il y a des pompes péniens qui sont disponibles. Ça, c'est la deuxième photo. Il y en a qui sont médicales, donc pourraient peut-être être couverts par les assurances. Ça s'achète aussi au sex shop sur l'Internet. Ça fonctionne très bien, encore avec un petit peu de training, mais c'est lourd. C'est vraiment, c'est une job à préparer une pompe pénienne. Fait que moi, je trouve ça un petit peu more cumbersome. Il y a aussi une petite tablette de médicamentée. Ça a l'air comme un grain de riz qu'on met dans une application, puis c'est rentré direct dans l'urètre. C'est aussi une option pour aider les hommes. Et puis encore, il y a un coût. Ça serait peut-être fourni par assurance, si possible. Il y a des bandes péniennes, la quatrième photo. Ça aussi, Internet, sex shop, mais il y a des bandes médicales aussi qui protègent l'urètre un petit peu mieux. Fait que ça aussi, ça serait une option. Et puis, l'aspect injection pénien, ça fonctionne très, très bien. Il y a du training qui serait demandé parce que c'est très dose spécifique. Donc, ça serait fait initialement dans une clinique peut-être sexuelle, peut-être une clinique chez votre médecin de famille, mais c'est aussi une option qui fonctionne très, très bien. Ça existe depuis au moins 30-40 ans, donc c'est quelque chose que ça fait longtemps que c'est là. Fait que les hommes ont des options. Qui est très bien. Chez la femme, pour la sécheresse vaginale, il y a tous les lubrifiants qui sont disponibles. Je vous encourage de les essayer. Ceux à base d'eau, c'est les meilleurs, surtout à considérer peut-être l'infection. Et puis, si vous utilisez des jouets sexuels, c'est important d'utiliser un lubrifiant à base d'eau pour pas que ça ait un impact sur le latex des jouets sexuels comme tels. Puis la deuxième photo à votre droite, ça s'appelle un Eros. C'est comme une pompe clirotidienne chez la femme. Fait que l'idée dans tout ça, c'est qu'en apportant plus de sang chez les génitaux, que ça l'aide, ça peut aider avec la sensation chez la femme, mais aussi la lubrification chez la femme. Puis c'est disponible ici au Canada. Ça ne fait pas plusieurs années, mais c'est disponible ici au Canada. Donc, il y a des options qui sont là, qu'on est chanceux. On est chanceux de les avoir. Fait que ça, on a parlé de désir, on a parlé d'excitation, préparation du corps. Par la suite, l'orgasme. Et puis,
il y a des options aussi pour l'orgasme. On peut apprendre à incorporer nos 5 sens. On peut préparer la salle pour qu'on incorpore les 5 sens. Donc, le visuel, l'auditoire, le goûter, toucher, je ne me souviens pas du 5e. Taste, oh, hearing, taste, touch, hearing, smell. Il m'en manque un. Travailler aussi nos souvenirs sexuels, ça aussi, ça peut être fort chez la personne pour vraiment préparer le corps puis nous emmener un petit peu plus haut dans notre processus vers l'orgasme. Et puis des fantasmes aussi, ça peut être fort aussi pour nous aider à se rendre chez l'orgasme. L'auto-exploration aussi, si vous regardez dans la recherche, vous trouvez que souvent les gens se rendent plus souvent à l'orgasme quand ils s'explorent soi-même parce qu'on le sait qu'est-ce qu'on aime, on sait la pression qu'on aime, puis c'est nous qui le faisons, donc on le sait qu'on est à bonne place. Fait que les chances de se rendre à l'orgasme, si on a des problèmes, un problématique, est plus fort si on se stimule soi-même. Donc, c'est quelque chose que, si le couple est confortable, ils peuvent s'auto-explorer ensemble. C'est un choix aussi. Une autre affaire qu'on peut faire, ça c'est chez l'homme et la femme, c'est travailler, mimiquer les contractions involontaires des génitaux pendant l'orgasme. Ça peut nous emmener un petit peu plus loin dans le processus si on a des problèmes d'anorgasmie. Fait que ça aussi, ça peut aider. On peut introduire un vibrateur ou un jouet aussi, ça peut aider, surtout si un dans le couple a de la fatigue, ça demande un petit peu moins d'effort, fait que ça peut aider. Et puis encore, se souvenir, le sexe, c'est ici, hein? C'est ici, c'est très fort. Puis, le bon sexe, c'est celui qui nous apporte plaisir. L'orgasme n'est pas toujours nécessaire. C'est le plaisir qu'on recherche, le rapprochement qu'on recherche. Et puis, chez les deux, mais surtout chez l'homme, réduire l'anxiété de performance. En anglais, je dis « get out of your head ». C'est vraiment ici. Puis si on n'est pas dans le moment, puis on est tellement stressé de comment notre corps va réagir, on manque le tout. On n'a pas de plaisir parce qu'on est tellement stressé que notre corps va nous faillir qu'on n'est pas dans le moment, on n'aime pas on pense même pas à ce qui se passe alentour de nous. Fait que réduire l'anxiété de performance, tellement important. On s'enlève dans notre tête, puis on vit dans le moment. Fait que ça, c'est les défis primaires. On va parler des défis secondaires, puis je les ai listés ici, j'ai fait la liste, puis on va en discuter une à la fois. Donc, les comorbidités, comme on avance en âge, on a de plus en plus de comorbidités. Donc, des choses comme le diabète, l'hypertension, l'obésité, le cancer, ça peut être toutes sortes de choses. Puis, l'important dans tout ça, c'est de se faire traiter et d'assurer que ces maladies-là, ils sont contrôlés. Parce que veut pas, plusieurs de ceux-là ont un impact direct sur la réponse sexuelle. Donc, sur le désir, sur l'habilité du corps à se préparer pour une activité sexuelle. Donc, la SLA, non, mais plusieurs des comorbidités, oui. Fait que l'importance, c'est de continuer à faire traiter ces maladies-là et de faire sûr qu'ils sont sous contrôle. C'est la meilleure chose qu'on peut faire. Fait que là, on va parler de fatigue. C'est un autre symptôme du SLA qui peut avoir un impact sur la sexualité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on est toujours fatigué? Fait que c'est important de reconnaître, pour se sentir sexuel et pour explorer sa sexualité, il faut de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je m'attends à être sexuelle ce soir, disons. Bien, je n'irai pas faire 50 choses aujourd'hui parce que je vais être brûlée, rendue à ce soir quand mon mari rentre. Fait que c'est vraiment de planifier notre journée
du plan d'être sexuel ce soir. Fait qu'on aime tellement que ça soit spontané, mais en fait, c'est rarement spontané. Souvent, c'est quelque chose, la sexualité, c'est quelque chose qu'on n'a pas pensé durant le jour, puis comment qu'on va préparer, puis j'ai-tu une gardienne pour les enfants, puis fait que c'est planifié. Mais on aime tellement dire que c'est pas planifié, que c'est tellement spontané, mais c'est rarement le cas. Fait que vraiment, planifiez votre journée. Gardez-vous de l'énergie pour votre activité sexuelle en soirée. Aussi à noter, c'est quoi le meilleur temps de la journée pour être sexuel pour vous? Quand est-ce que tu te sens le mieux? Est-ce que ton niveau de fatigue est pire le matin quand tu te lèves? Est-ce que c'est meilleur après un petit somme en après-midi? Fait que vraiment de connaître son corps, connaître comment votre corps fonctionne, puis quand est-ce qu'il est à son mieux. Dans tout ça, par exemple, il faut considérer notre partenaire. Donc, si votre partenaire travaille de 9 à 5, puis par la suite, il y a les épiceries à faire, puis le souper à faire, puis fait que vraiment, c'est lourd pour tout le monde, mais il faut penser à soi-même, puis penser à notre partenaire aussi. Écoutez votre corps, même si ce matin, je me dis, OK, ce soir, je pense qu'on va essayer d'être intime un peu, puis rendu en après-midi, wow, c'est peut-être pas la meilleure journée, bien, souvent, c'est important d'écouter son corps. Ça ne veut pas dire que de ne pas être intime du tout, mais ça veut dire qu'il va peut-être changer, il va peut-être falloir changer certaines des activités que vous avez planifiées. Puis encore, quand vous vous sentez le mieux, vous avez le plus d'énergie, revoir votre liste de médicaments parce qu'il y a plusieurs médicaments qui tentent à endormir un peu les gens. Fait que c'est un des effets secondaires. Donc, si vous prenez un médicament ou ce que vous sentez par la suite que vous êtes fatigué, ben c'est peut-être meilleur d'être intime avant de le prendre ou 2, 3 heures après que vous l'avez pris. Fait que pensez à vos médicaments, mais aussi à la dose, le temps que vous le prenez et le tout. Puis parlez avec votre pharmaciste aussi ou votre médecin. C'est toujours une option. Une autre affaire, le plus en forme qu'on peut se garder, le plus d'énergie habituellement qu'on a, puis le plus d'endurance qu'on a. Puis je sais qu'avec une maladie comme la SLA, c'est pas toujours facile, mais le plus d'activité musculaire, endurance que vous pouvez faire, une routine avec votre physiothérapeute, ça va aider aussi au niveau de l'activité sexuelle. Fait que faites-en le plus que vous pouvez avec votre physio. Prévoir un repos, une période de détente en après-midi, peut-être si on s'attend qu'on va peut-être être intime en soirée. Fait que c'est une autre très bonne idée. Soyez conscient de qu'est-ce qui aide et qu'est-ce qui nuit à votre niveau de fatigue. Fait que ça peut être l'heure, ça peut être les activités, ça peut être les médicaments que vous prenez. Pour moi, c'est ce que je mange. Si je mange beaucoup de carbohydrates, souvent la fatigue me prend. Fait que vraiment, c'est de connaître son corps. Qu'est-ce qui va aider, mais qu'est-ce qui va nuire aussi? Appliquer les concepts de conservation d'énergie et de relaxation. Puis encore, ça, c'est toute la journée, en soirée aussi. Comme ça, on se garde un petit peu d'énergie pour le couple. Le stress, vraiment, ça a un impact sur la fatigue, surtout un stress qui est toujours là. C'est très lourd, ça fatigue, ça prend beaucoup d'énergie. Fait encore revoir qu'est-ce qui nous stresse, puis qu'est-ce qu'on peut faire de ce stress-là. Très important aussi. Et puis, si on est vraiment fatigué, on peut toujours introduire un vibrateur ou un jouet parce que l'effort que ça va prendre pour stimuler notre partenaire avec un jouet comme ça va être moins que sans jouet. Fait que c'est une autre option, mais encore, chez le couple, c'est à discuter parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec des jouets et tout ça. Fait que c'est une option, mais c'est à discuter pour sûr. Aussi, chez la fatigue, il y a certaines positions où ce que ça demande un petit peu moins d'énergie et d'effort chez la personne. Fait que si c'est une journée où ce que la fatigue est quand même assez lourde, ben peut-être une position où ce que vous êtes un petit peu plus passif,
un petit peu moins d'effort qui est requis, ça pourrait aider. On a parlé déjà de la masturbation simultanée. On a parlé d'être un petit peu plus passif. On peut réduire l'importance sur le coué ou la pénétration parce que ça prend beaucoup d'énergie, mais toucher, caresser et tout ça, embrasser, ça prend peut-être moins d'énergie, fait que ça serait une autre option. Encore, l'objectif, est-ce que c'est l'orgasme? On est dans notre tête, on veut que ça arrive. Ça aussi, ça fatigue. C'est du stress qui n'est pas nécessaire. C'est de la pression sur soi qui n'est pas nécessaire. Fait que pourquoi qu'on veut être intime avec notre partenaire? Puis, il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire, comme quand on a défini le sexe, c'est tout ce qu'on fait physiquement. Se tenir la main, s'embrasser, se toucher, tout ça. C'est du sexe, puis c'est du bon sexe aussi. Fait que là, on va passer à l'atrophie et faiblesse musculaire et les spasmes chez la personne vivant avec la SLA et puis l'impact que ça peut avoir au niveau sexuel. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour aider avec les faiblesses? Fait qu'on on peut choisir des positions qui nous offrent du confort pour qui demande un petit peu moins au niveau musculaire. On veut faire sûr qu'on soutient nos jambes, nos genoux, nos articulations. On va être plus confortable, ça prend moins d'énergie, on n'a pas besoin de les soutenir soi-même. On a parlé déjà de jouets. Un jouet, ça demande moins d'énergie chez la personne. On peut faire des petits étirements doux avant ou pendant l'activité sexuelle, s'étirer un peu pour se garder en forme. On peut essayer une douche ou un bain chaud avant ou pendant l'activité sexuelle, c'est un autre choix. Mais chez ceux qui sont très fatigués, des fois, une douche ou un bain chaud, ça peut augmenter le niveau de fatigue. Fait qu'encore, c'est de se connaître soi-même. Assurez-vous que votre médicament de spasme est à son efficacité maximale, surtout si les spasmes interfèrent avec l'activité sexuelle. Chez certains, moi, ma spécialité, c'est chez les blessés médulaires. Certains des jeunes hommes me disent que les spasmes les aident au niveau activité sexuelle, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Fait que c'est de se connaître soi-même. Si les spasmes sont vraiment un problème durant l'activité sexuelle, ben, c'est de prendre son médicament avant et puis de connaître, après 45 minutes, ça va être mieux. Donc, je vais prendre mon médicament 45 minutes avant d'être intime. Fait que ça prend de la préparation, mais quand même, ça vaut la peine. Il y a certaines positions qui vont réduire l'espace chez les personnes, donc sexualité assise ou sur votre côté couché avec les genoux pliés. Souvent, ça peut aider. Fait que, essayez différentes choses, de ne pas rester pris dans nos scripts sexuels que ça fait depuis 1980 qu'on fait la même chose. Là, ça va être plus difficile parce qu'il va falloir changer les choses un petit peu. S'il y a beaucoup de mouvements non voulus, on peut essayer un tapis antidérapant comme du DICEM. Ça l'aide vraiment à immobiliser certains mouvements, surtout chez les pieds, chez les jambes, les hanches et le tout. Fait qu'il y a certaines techniques qui sont là pour vous. Une pénétration par arrière avec la femme couchée sur son côté aussi, ça peut aider avec les spasmes et les faiblesses parce que la personne n'a pas vraiment à exercer trop d'énergie pour se garder en position et tout. On peut inclure le transfert, se déshabiller, se positionner. On peut tout inclure ça dans l'activité sexuelle comme telle. Ça peut aider le couple vraiment à s'engager et puis inclure toutes ces choses-là, c'est moins, le flow sera mieux, disons.
Et puis encore l'exercice, je ne peux pas vous le dire assez souvent, de se garder en forme aussi bien que possible. Je comprends que ce n'est pas toujours facile, puis avec le temps, ça peut changer aussi, mais le plus que vous êtes capable, c'est important pour votre corps, pour le cerveau, mais aussi pour la sexualité. Puis ça va vous aider avec vos forces, votre endurance, votre mobilité, votre indépendance et tout. Et puis, chez certains, se préparer les muscles avec un peu de chaleur, ça peut aider aussi. Fait que si ce n'est pas le bain et la douche, ça peut être des pads de chaleur pour aider juste la relaxation des muscles. Fait qu'il y a toujours des options. Je m'imagine que c'est ça que j'essaie de vous dire aujourd'hui. C'est que veut pas le symptôme que vous avez et puis qui semble nuire à votre sexualité et votre intimité, il y a toujours des options, il y a toujours des choses que vous pouvez essayer. La douleur. Fait qu'encore, on peut incorporer le massage, les étirements, la chaleur, prendre vos médicaments avant. Encore, sachez votre know your body. Puis, le temps de la journée qui est le mieux pour vous, ou quand est-ce que, tu sais, le matin, je me lève, je file pas quand même assez bien. Mais c'est peut-être le meilleur moment d'être intime à ce point-là. Changer de position fréquemment selon vos tolérances aussi, mais rester dans une position trop longtemps avec la douleur, ça peut vraiment nuire. Peut-être si la douleur est trop haute ce jour-là, mais vous voulez être intime quand même, bien, soyez peut-être un petit peu plus passif cette journée-là. Des jouets encore, ça peut aider. Puis souvenez-vous que l'intimité sert de distraction contre la douleur, puis aussi ça libère des endorphines qui peuvent aider avec la douleur. Fait que ça, c'est du positif. Puis encore communiquer. C'est aujourd'hui, je pense que je peux seulement je sais pas, tenir mon partenaire puis m'embrasser, mais je pense que tout le reste, ça va être un petit peu trop aujourd'hui. Ou, tu sais, veut pas, il faut parler. Il faut parler à notre partenaire. Là, je dis de parler, mais là, il y a la communication puis l'aphasie. Ça, c'est les changements au niveau de comment vous êtes capable de communiquer avec votre partenaire. Fait que souvent, en centre de réadaptation, il y a des orthophonistes. Je ne suis pas sûre s'il y en a chez SLA Québec, mais je suis sûre que sinon, ils pourraient vous offrir des pistes pour en trouver. Important de développer un outil de communication à soutien visuel. Puis, je suis sûre que vous en avez un avec une photo d'une toilette quand vous avez besoin d'aller à la toilette ou d'un lit quand c'est le temps de se coucher, mais il y en a spécialement pour la santé sexuelle. Donc, oui, non. En tout cas, il y en existe. Puis, essayez d'en développer un avec un orthophoniste. Puis, s'il y en a qui sont intéressés, ceux qui ont eu des CVA, stroke, eux, ils ont développé des outils pour les clients. Des pictogrammes qui sont disponibles aussi. CVA, ils en ont développé. Puis soyez honnête et ouvert. Dites à votre partenaire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et puis à travers le temps, ça aussi, ça peut changer. Fait que vraiment être capable de communiquer, pas toujours à voix haute, mais il y a d'autres moyens. Qu'est-ce que vous aimez, puis qu'est-ce que vous n'aimez pas. Encore, enregistrez-vous quand vous êtes capable en disant soit des messages romantiques, sensuels, comment vous communiquez I love you, comment vous communiquez oui, je suis intéressée. Fait comment communiquer votre intérêt sexuel. Et puis aussi le consentement, très important. Fait aussitôt que possible, moi, je dirais, suite au diagnostic de SLA, ça serait important de développer des outils pour que quand le jour vient, si le jour vient, que vous en avez besoin, qui sont là. Fait que c'est des choses à penser, peut-être à préparer un petit peu à l'avance. Au niveau de la mobilité, chez les hommes en fauteuil roulant, on peut enlever les accoudoirs et puis vous pouvez être intime dans la chaise roulante directe, qui est quand même assez plaisant parce qu'il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de undressing. Fait que, il y a un petit peu moins de préparation qui serait nécessaire.
Chez la femme, on peut glisser les hanches vers l'avant et puis juste enrouler les jambes autour de votre partenaire, qui est une autre option. Encore pas besoin de se dévêtir totalement, moins de transfert, ça prend un petit peu moins d'énergie de préparation, fait que c'est une option aussi. Choisir une position qui vous convient le mieux et puis qui minimise le poids qui est sur vous. Parce que des fois, quand on est moins mobile, on dirait que c'est lourd un peu et puis qu'on veut se garder, surtout s'il y a des problèmes respiratoires, on veut faire sûr que notre poitrine est aussi ouverte que possible pour respirer. Donc, vraiment, pensez à vos positions. Prendre des oreillers, prendre des couvertures roulées, tout ce qu'il faut pour bien se positionner, pour être confortable, pour vraiment soutenir notre corps comme il faut. Est très important. Encore s'étirer, participer à votre programme d'exercice pour garder vos forces le plus longtemps que possible, très important. Au niveau respiratoire, il peut y avoir des changements respiratoires avec le temps, avec la SLA. L'important, c'est vraiment d'y aller lentement. Si vous manquez de souffle, important de prendre une pause ou de réduire la dépense d'énergie. Conserver votre énergie autant que possible. Peut-être être un petit peu plus passif comme rôle. La masturbation, on en a parlé, on sait ce qu'on aime. Et puis, ça prend moins d'énergie de se masturber peut-être que de masturber son partenaire. Fait que c'est un autre choix. Éviter les baisers, de s'embrasser prolongé buccal, surtout avec un manque de respire. Chez les gens qui ont décidé d'aller sur un ventilateur, ça devient moins un problème. Même que j'ai un client qui me disait que c'était tellement plus facile une fois qu'il avait introduit le ventilateur parce qu'il n'y avait pas à s'inquiéter de manquer de souffle parce que ça soufflait pour lui. Fait que c'était quelque chose, c'était vraiment un avantage que monsieur avait trouvé. Fait que j'ai trouvé ça le fun un peu, il y avait un avantage. Encore, on a parlé moins de pression sur la poitrine, moins de position à plat, qui n'est pas toujours une bonne idée. On se sent essoufflé quand ça arrive. Et puis, essayer avec le temps, le corps change. Avec la SLA, le corps change aussi. Fait qu'à travers le tout, il va falloir continuer à s'adapter aux capacités changeantes de notre corps. Fait que même si ça fonctionne très bien aujourd'hui, demain, ça va peut-être être différent. Ça fait que vraiment de se garder ouvert dans tout ça, c'est des changements qui vont être quand même assez progressifs à travers le temps, puis d'en communiquer avec notre partenaire. Fait que les sécrétions orales et la dysphagie, bien, il y a certains médicaments qui peuvent aider avec les sécrétions orales pour les minimiser. On peut attendre à peu près 2 heures après un repas aussi. Ça limite les sécrétions, mais aussi avec la dysphagie. On peut garder une machine à succion au chevet qui peut aider, comme là, vous êtes prêt. Et puis, toujours garder la tête de lit un petit peu élevée aussi, ça l'aide avec les sécrétions orales. Fait qu'au niveau sexuel, si c'est les sécrétions orales qui vous posent problème, ben encore, il y a des options à considérer. Les médicaments. Fait qu'on en a discuté, revoir la liste et les effets secondaires possibles sur la fonction sexuelle. Des fois, ce n'est pas le médicament comme tel, des fois, c'est juste la dose. J'ai eu un client qui était sur le baclofène, tout allait bien. Par la suite, il a augmenté sa dose de baclofène au coucher, puis soudainement, il y avait un problème d'orgasme et d'éjaculation. On a travaillé longtemps pour essayer de figurer qu'est-ce qui a changé. Puis ding, 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 enfin, on l'a figuré, on a augmenté sa dose de baclofène au coucher. Fait que monsieur, il se disait, ben moi, j'aime mieux être capable d'éjaculer puis avoir un petit peu plus de spasme durant la nuit que pas être capable d'éjaculer. Donc, monsieur a décidé de réduire sa dose à sa dose précédente, puis tout était bien par la suite. Fait que c'est pas toujours juste le médicament. Des fois, c'est juste la dose du médicament qu'il faut changer un petit peu. Les antidépresseurs interfèrent aussi avec la sensibilité des organes génitaux. Ça a un gros impact sur le désir sexuel.
Mais ceci dit, la dépression fait la même chose. Fait que c'est de trouver une balance, une juste balance dans le tout pour que dépression, on est correct, on n'est pas totalement déprimé, les gros blues, mais en même temps, sexuellement, on n'est pas pire. Fait que c'est de trouver la balance dans tout ça qui est important. Les convulsivants, je ne pense pas que c'est bien ça, anticonvulsants, ça, c'est les médicaments qu'on peut prendre pour les douleurs neuropathiques, les brûlements au niveau des jambes, des bras. Ça peut affecter aussi l'éjaculation et l'orgasme, puis ça peut avoir un impact sur la libido. Fait qu'encore là, c'est de trouver une balance avec votre médecin, pharmaciste, pharmacien, pour essayer de gérer la douleur, mais aussi la sexualité. Les spasmes, on en a parlé, anti-hypertenseurs, fait que les médicaments pour la pression encore peuvent avoir un impact sur tout, désir, érection, sécheresse vaginale, orgasme. Fait que des fois, il faut parler, des fois, il y a un choix d'un autre médicament qui a le même effet sur la pression, mais moins d'effet sexuel. Fait que c'est quelque chose à travailler. Zyban, c'est un antidépresseur qui est le fun un peu parce que celui-là, il y a moins d'impact sur la sexualité. Donc, souvent, ce que les gens vont faire, ils vont discuter avec leur médecin et puis ils vont peut-être réduire leur antidépresseur, mais introduire le Zyban ou le Wellbutrin pour essayer de travailler avec une libido qui est un petit peu plus augmentée. Fait qu'encore, c'est un choix. Puis juste à considérer, la marijuana peut affecter toutes les phases de du désir, mais aussi érection, sécrétion vaginale. Mais ça l'aide avec la douleur. Fait encore, c'est de trouver une balance dans votre vie, puis de prendre des décisions. Essayer une chose, ça ne marche pas, essayer une autre chose. Fait que, on a des options. C'est ça qui est important à savoir, c'est qu'il y a toujours des options, puis il y a des choix à faire. Des fois, il faut tolérer un petit peu, mais sexuellement, ça nous donne avantage. Fait que c'est chez la personne, chez le couple à décider. Un PDF5, c'est, disons, le Viagra, Cialis, ces médicaments-là. Des fois, ça peut être très utile chez une personne chez l'homme qui prend un antidépresseur, puis ça a un impact sur sa sexualité. Mais une autre chose que ça peut faire chez l'homme, c'est l'aider avec la performance d'anxiété, parce qu'il est tellement stressé de si le corps va bien fonctionner à son goût et tout, qu'en bout de ligne, ça ne fonctionne pas très bien. Mais si on introduit un médicament comme ça, il y a moins de stress parce que le médicament va aider avec l'érection comme telle. Fait qu'il va avoir moins de stress, puis moins de stress de performance chez l'homme, qui est très bien. Fait que ça peut être un ajout très positif chez l'homme. Et puis, tout médicament opioïde, fait que pour la douleur, aussi, ça peut avoir un impact. Fait que je vous dis, prenez votre médicament pour la douleur avant la sexualité, mais en même temps, ça a un effet néfaste sur la sexualité. Fait que c'est de trouver la balance dans tout ça. Une petite dose pour que ça se tolère, peut-être c'est un choix. Fait que, puis, il y a un essai aussi qu'il faut que ça se fasse chez la personne. Trial and error, on dit en anglais. Fait que ça, c'était les défis secondaires. Puis, je suis sûre que j'en ai manqué une coupe, mais je pense qu'on en a couvert quand même assez. Et puis, il y a certains choix qui fonctionnent pour plusieurs affaires. Donc, essayez certains trucs pour un qui vont peut-être aider pour l'autre, ou si vous avez vraiment un problématique qui est très spécifique, laissez savoir à Kate et puis elle pourra communiquer avec moi et puis je vais essayer de vous aider, d'offrir des suggestions. Fait que les défis tertiaires, c'est ceux qui sont plutôt psychosociaux. Fait que je les ai notés ici, puis on va en discuter une à la fois. Donc, l'image corporelle et l'estime de soi. Mon Dieu, ça, c'est chez tout le monde, je pense. Fait que vraiment, le plus longtemps que vous allez être capable de maintenir votre indépendance au niveau de vos pratiques quotidiennes,
votre toilettage, l'hygiène et tout, le mieux que vous allez vous sentir psychologiquement. Le plus longtemps que vous allez être capable de faire vos exercices, vos étirements, le plus longtemps que vous allez être capable d'être indépendant, le plus longtemps. Donc, c'est vraiment, c'est tout le paquet. Fait que le plus longtemps que vous êtes capable de faire les choses soi-même, le mieux que ça va être. Ceci dit, à travers le temps, ça peut changer. Et donc, vraiment de commencer à penser comment que vous allez être capable de séparer ces jobs à la quotidienne et puis d'avoir quelqu'un qui vous aide avec ces choses et puis travailler tout le stress et le tout que ça va gérer à travers le temps, le travailler avant que ça arrive, ça serait positif. En même temps, la littérature nous dit que participer à un groupe de soutien par les pairs serait très positif. Fait que d'être avec des gens qui vivent ce que vous vivez et puis que vous êtes capable de partager avec ces gens, ils comprennent ce que vous vivez. Nous, les intervenants, on comprend ce que les gens nous disent et puis ce que la littérature nous a dit, mais vraiment, le groupe de pairs, c'est très fort. Puis en même temps, si vous êtes capable d'offrir un soutien aux pairs, c'est aussi très bon pour l'estime de soi. De savoir qu'on peut aider une autre personne, un autre couple, ça l'apporte beaucoup de joie et ça renforce l'estime de soi. Au niveau physique, accentuez les parties de votre corps que vous aimez. On fait tout ça, mais on n'y pense pas. Moi, je n'aime pas ma bédaine, donc ma bédaine est toujours couverte. J'ai eu une jeune dame en fauteuil quadriplégique qui n'aimait pas ses jambes. Puis moi, je lui dis, ben porte tu sais, couvre tes jambes, wear a nightgown ou tu sais, un boudoir shot et tout. Puis c'était une réponse tellement facile, mais la jeune dame n'y avait pas pensé. Donc, c'est des petites affaires qu'on peut faire pour cacher les petites parties qu'on n'aime pas et puis on peut accentuer les parties qu'on aime beaucoup. Puis faites les choses font sentir bien. Fait que moi, quand je me lève le matin, j'essaie toujours de faire un petit quelque chose pour que, tu sais, ça commence bien ma journée. Bien, c'est la même chose. Pour l'estime de soi, pour l'image corporelle, pour moi, c'est les cheveux, le pouf en avant, un petit peu de maquillage, toutes les choses qu'on fait à la quotidienne. Si vous pouvez continuer à les faire, ça nous aide à nous sentir mieux. Au besoin, demandez du counseling, de l'aide. Puis faites pas d'hypothèses sur la façon dont votre partenaire se sent et ses perceptions de vous. Moi, j'aime pas ma bédaine, je me trouve grosse. Mon mari, il pense que je suis la madame la plus sexy dans le monde. Tu sais, fait que moi, j'assume qu'il doit sentir la même chose que moi, que j'ai une grosse bédaine. Puis en fait, c'est pas le cas du tout. Fait que c'est important de communiquer ces choses-là. Et puis, quand lui, il me dit, « Ah, t'es belle aujourd'hui », moi, je dis, ah, « whatever ». Puis en fait, c'est pas le cas parce que lui, il me le dit parce qu'il le ressent vraiment. Puis il faut que moi, je le croie. Donc, communiquer que, tu sais, puis pas faire d'hypothèses sur ce que votre partenaire pense de vous ou se sent de vous. C'est important. Partager les pertes. Il y a beaucoup de pertes, mais être capable d'en parler, ça va aider, ça va réduire le stress, trouver peut-être des petites solutions au niveau comme les choses de perte de revenus, perte de désirabilité, c'est des choses à discuter, on peut essayer des nouvelles affaires pour se sentir désirable. Donc, encore communiquer et puis ça peut être avec votre partenaire, la famille, les professionnels de la santé. Vous avez beaucoup de personnes qui peuvent vous aider dans ces domaines. Humeur, dépression, anxiété, encore l'état psychologique comme tel a un impact sur la réponse sexuelle, mais les traitements aussi. Fait que vraiment être capable de communiquer, soit avec un pictogramme, avec votre voix, avec un enregistrement que vous avez déjà fait, veut pas, il y a beaucoup d'options. Discuter de vos peurs et vos craintes. Je pense qu'on serait surpris que souvent notre partenaire a les mêmes craintes ou aussi a des peurs, puis nous, on pense que tout va bien chez monsieur, madame, mais ce n'est pas toujours le cas.
on réalise qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Être dans le moment présent, sortez de votre tête, se souvenir toujours du but de l'intimité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir bien dans sa peau? Parler de nos émotions, partager. Encore, ce n'est pas toujours à voix haute, il y a d'autres façons de le faire. Puis, parler, reach out. Il y a toujours des services qui sont disponibles pour aider les gens. C'est important d'aller chercher ces services-là. Au niveau du changement de rôle, masculinité, fémininité, puis la dépendance physique, très difficile. Ça, c'est des changements qui sont très difficiles à gérer. Puis avec la SLA, souvent, ça n'arrive pas d'une journée à l'autre. Avec autres handicaps physiques, ça peut l'être, mais avec la SLA, un petit peu moins. Fait que c'est quelque chose que vous pouvez anticiper peut-être à venir et puis de peut-être préparer un petit peu, surtout si vous êtes très rigide dans vos rôles à la quotidienne, pas juste sexuels, mais aussi les scripts sexuels. Fait que si on a toujours fait A, B, C, D, bien, un jour, il va peut-être falloir faire D, A, B, C. Puis de ne pas être aussi rigide dans tout ça parce que, veut pas, avec le plaisir, il va falloir changer un petit peu la façon dont on fait les choses. On a déjà discuté de maintenir votre indépendance aussi longtemps que possible. Ça va aider aussi avec les changements de rôle. Maintenir vos réseaux sociaux si possible. Ce n'est pas toujours facile, j'avoue, mais ça peut offrir un petit break à votre partenaire pour se reprendre un peu. Et puis en même temps, c'est bon pour la tête d'être avec d'autres personnes que juste notre partenaire. Fait qu'essayez de garder vos réseaux sociaux aussi longtemps et familiaux aussi longtemps que possible. Puis ça, au niveau sexuel, ça peut aider. Un petit break chez le couple, ça peut aider à se reprendre par la suite. Demandez à l'ergothérapeute de modifier vos vêtements. Ça demande un petit peu moins de travail pour s'habiller, pour se déshabiller, adapter votre environnement chez soi pour maximiser votre indépendance. Encore, ça l'aide physiquement, mais ça l'aide psychologiquement aussi. Puis tout ça, ça va aider sexuellement aussi. Profiter des activités de loisirs ensemble et séparés, encore ensemble et séparés. Fait qu'un petit break, c'est toujours une bonne chose. Et puis, on a déjà parlé du réseau de soutien qui est tellement important. Puis ça l'aide au niveau sexuel aussi. Ça donne un petit break aux partenaires. L'équipement à domicile, ça, il y a du pour et contre là-dedans. L'équipement à domicile, ça l'aide avec l'indépendance, mais en même temps, ça peut devenir une barrière chez le couple. Je vous donne un exemple. Un lit d'hôpital chez soi, qui est peut-être dans le salon parce que vous vivez dans un 2 étages, puis vous avez peut-être un petit peu de difficulté avec les escaliers. Donc, votre chambre est maintenant un lit simple dans le salon. Fait qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Vraiment important, parce que c'est important de se garder autonome aussi longtemps que possible. Fait qu'un autre choix, ça serait un deuxième lit simple dans le salon. Fait que votre partenaire déménage chez vous sur le premier étage et puis vous faites de cela votre chambre et non juste votre chambre. Fait qu'encore, ça peut vraiment aider, mais en même temps, ça peut devenir une barrière, surtout si pendant les 30 dernières années, vous avez couché dans le même lit, dans la même chambre, et puis maintenant, on vous demande d'aller dans un petit lit, dans le salon. C'est très difficile. Fait que le plus que vous pouvez garder comme c'était avant, mais introduire l'équipement à domicile, mais essayer de le garder comme c'était avant, le mieux que ça va être. S'il faut que vous rentrez en institution, ben, c'est important de dire à la visite, au staff de l'institution de frapper avant d'entrer, garder ça votre chez vous, puis développer un moyen de signaler aux personnes que vous voulez du privé. Si vous êtes dans une salle de 4, ben, c'est les rideaux. Puis, fait que vraiment d'essayer de développer des façons de dire aux gens que vous voulez du temps en partenariat
très important. Décourager les visites inattendues parce que ça, mon Dieu, c'est incroyable, le monde qui visite dans les institutions, même à la maison. Donc, tu sais, vous pouvez dire à tout le monde de 2 à 5, il n'y a pas de visite, peu importe. Et puis ça, c'est votre temps de couple. Puis déconnecter des médias sociaux, mon Dieu, on pourrait faire ça à la journée, être sur l'Internet, puis on dirait que la journée elle passe vite, mais on n'a rien fait par la suite. Puis le couple aussi, ça peut tomber de côté à cause de ça. Donc, on peut se déconnecter pour une couple d'heures durant la journée, ça l'aide le couple aussi. Fait que les principes de la réadaptation sexuelle. Fait que la première chose que vous pouvez faire, c'est maximiser votre physiologie, fait que vos habiletés physiques, faire le plus que vous pouvez, maintenir votre indépendance, maintenir votre force autant que possible. Puis par la suite, s'adapter aux limites qui sont imposées par la maladie et puis d'essayer de les travailler, essayer de trouver des options. Rester ouvert et positif à des nouvelles expériences. C'est très facile de devenir rigide et puis avoir des habitudes tellement structurées, mais ce n'est pas toujours idéal. Communiquer avant, pendant, après. Et puis, on est intime pourquoi? Pour l'orgasme ou pour le plaisir et le rapprochement. Fait que des fois, il faut redéfinir l'objectif de notre moment intime. Fait qu'en conclusion, puis ça, c'est une des premières choses que j'ai dit, la difficulté de vivre sa sexualité ou son absence peut générer et accentuer des sentiments de perte, de solitude et de tristesse vécus à différentes étapes en fin de vie. Fait qu'on peut modifier la façon de faire les choses pour être capable de garder, maintenir une intimité qui est pour le couple, pour la personne, et puis ça va nous apporter plaisir avec les changements qu'il va falloir faire, peut-être à travers les temps, mais quand même, ça va nous apporter plaisir, rapprochement, amour. Et puis le fait que chaque partenaire peut être un stade du processus de deuil différent, peut avoir un impact sur l'intérêt sexuel de chacun. Il faut en parler. Il faut en parler, il faut communiquer dans le couple, qui est très important. Par la suite, c'est une bibliographie. Si ça vous intéresse d'aller voir une coupe d'articles littérature, ils sont là. Je vous laisse la liste. Et c'est tout pour moi. S'il y a des questions, des commentaires,